Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça roule et je suis bien content de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce tour d'horizon de l'actualité japonaise. Comme d'habitude, si par hasard un sujet vous intéressait moins que les autres, vous pouvez toujours le zapper et passer au suivant. Les chapitres de la vidéo sont là pour ça, c'est par là que ça se passe. Et puis si vous voulez en savoir plus sur un sujet, allez jeter un coup d'œil dans la description sous la vidéo et vous aurez les liens des articles que j'ai lus pour faire ce journal. Allez, on passe sans plus attendre au titre de ce journal. Et aujourd'hui, pour faire le tour de l'actualité, on va suivre le cours de la vie des Japonais en commençant par la sortie de la fac et la recherche du premier boulot. Et je vous dirai notamment comment le manque de main-d'œuvre rend pas mal d'entreprises désespérées, au point qu'elles utilisent des techniques vraiment minables, il n'y a pas d'autre mot, pour essayer de recruter à tout prix des jeunes diplômés. Voilà. On reparle de ça, mais aussi de comment se passe la recherche d'un boulot à la sortie de la fac juste après. Mais avant ça, on avancera un peu plus dans la vie des Japonais et après avoir décroché un boulot, il est souvent temps de songer à se marier et pourquoi pas à fonder une famille. Enfin ça, c'était le cas avant. Parce que vous allez voir que de nos jours, il y a de plus en plus de Japonais et de Japonaises, évidemment, qui n'ont aucune intention de se faire passer la corde au cou. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et en plus, restez bien assis devant votre écran, parce que vous allez halluciner, je pense, tout à l'heure, quand je vais vous donner le pourcentage de Japonais de moins de 30 ans qui n'ont jamais eu aucun rendez-vous amoureux, zéro. Vous pouvez vous lancer dans les paris tout de suite, dans les commentaires, et puis on verra si vous étiez loin du compte ou pas du tout dans quelques minutes. Ensuite, on verra pourquoi les femmes qui auront trouvé quelqu'un doivent faire vraiment attention de ne pas tomber sur un blaireau. Voilà, déjà évidemment parce qu'un blaireau, faut se le frapper, faut se le supporter. Et puis surtout parce qu'en cas de rapport non protégé, c'est un véritable parcours du combattant qui attend les japonaises. Voilà. Que ce soit pour réussir à acheter et à prendre la pilule du lendemain ou pour avorter, vous allez voir que c'est vraiment pas évident. Voilà, le Japon est vraiment à la traîne par rapport à ce qu'on peut connaître en France ou dans d'autres pays, et les femmes japonaises sont vraiment mal loties de ce côté-là. C'est le moins qu'on puisse dire, entre les obstacles légaux et le regard des autres, c'est vraiment pas la joie. Et d'ailleurs, en parlant de jugement des autres, on enchaînera sur une loi qui sera bientôt appliquée et qui punira beaucoup plus sévèrement, vous allez voir, les insultes et le harcèlement en ligne. Et vous verrez que ça rigole plus trop au niveau des peines, et c'est tant mieux finalement. Mais maintenant, voilà, il ne reste plus qu'à espérer que ça fasse passer l'envie aux trolls de troller. Enfin, on terminera ce journal avec la dernière étape de la vie des Japonais, et même de la vie de tout le monde d'ailleurs en fait, puisque je vous dirai 2 mots sur les funérailles au Japon. Voilà. Il y a des montants assez étonnants, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas rater ça. Voilà pour le programme, j'espère que vous êtes bien installés parce que c'est parti pour notre premier sujet de la semaine. Alors pour notre première étape dans la vie des Japonais, on va s'intéresser au rituel de l'entrée dans le monde du travail. Parce que tous les étudiants japonais qui passent à la fac, passent par cette phase de recherche d'emploi. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais au Japon, la fac dure 4 ans en général. Voilà, jusqu'ici, rien d'étonnant, mais il y a une énorme différence avec la France, c'est que l'immense majorité des étudiants ont déjà trouvé un boulot avant d'être diplômés. Et d'ailleurs, en décembre 2021, ils étaient déjà 83% à avoir reçu une offre d'emploi, alors qu'en fait, l'année scolaire ne s'est terminée qu'en mars de cette année. En fait, dès la 3e année, il y a pas mal d'étudiants qui commencent à chercher du boulot et qui commencent à se renseigner sur les sociétés en allant par exemple à des réunions d'information ou autres. Et même si officiellement le gouvernement a fixé la date du 1er juin de la 4e année d'études pour que les entreprises japonaises commencent les entretiens d'embauche pour l'année suivante, il y a de plus en plus de sociétés qui s'en cognent royalement, il n'y a pas d'autre mot, et qui essayent d'embaucher des étudiants de plus en plus tôt pour essayer simplement de les piquer à leurs concurrents. Et d'ailleurs, cette année, dès le 15 mai, donc 2 semaines avant le début théorique des recrutements, il y avait déjà plus de 65% des élèves de dernière année qui avaient reçu des offres d'emploi. Et c'est même 6% de plus que l'an dernier. Donc ça montre bien à quel point les boîtes sont de plus en plus agressives dans leur recrutement. Et si elles font ça, c'est simplement parce que la main-d'œuvre diminue de plus en plus à cause de la baisse de la natalité. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais du coup, il y a plus de postes disponibles que d'étudiants diplômés. Et certaines sociétés sont vraiment prêtes à tout pour recruter les meilleurs candidats. Alors, dans un pays normal, on se dirait ouais, c'est cool pour les étudiants, les boîtes vont leur offrir plus d'argent ou d'avantages pour les attirer, donc tout le monde est content au final. Mais non. Pas ici, parce qu'on est au Japon, et au Japon, il y a certaines sociétés qui préfèrent utiliser une façon de faire ancestrale, j'ai nommé la technique de la pupute.
Alors, cette technique, comment ça marche? Eh bien, concrètement, quand un étudiant est intéressé par une boîte, au Japon, on peut lui demander d'écrire une sorte de lettre en s'engageant à pas chercher de poste ailleurs. Mais en fait, ce document, il n'y a aucune valeur juridique, hein. C'est juste une simple déclaration d'intention, on va dire. Donc en théorie, l'étudiant est tout à fait libre d'aller voir ailleurs et de chercher d'autres postes plus intéressants s'il le veut. Mais ça n'empêche pas certaines entreprises de mettre la pression sur ces étudiants et d'aller même jusqu'à les harceler en les accusant d'être des menteurs, en leur disant qu'ils sont engagés, que maintenant ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de venir bosser pour cette boîte. Voilà, c'est ça la fameuse technique de la pupute. Bon alors déjà c'est carrément limite comme genre de pratique, hein, on est bien d'accord, hein, mais en plus c'est complètement idiot. Voilà, l'étudiant il n'est pas encore rentré dans la boîte, que déjà la relation est complètement moisie et qu'il a qu'une envie, c'est de se barrer de cette société. Et le truc c'est que même si depuis avril de cette année il y a une loi qui oblige toutes les entreprises, hein, que ce soit les grandes ou les PME, à lutter contre le harcèlement au travail et aussi à encourager le travail des femmes, cette loi ne concerne que les employés qui sont déjà dans les sociétés. Voilà. Donc il n'y a rien qui est fait pour protéger les étudiants de ces comportements vraiment minables et d'une autre époque. Et si je vous en parle aujourd'hui, et si on en parlait dans les médias, c'est parce que c'est loin d'être des cas isolés et que le phénomène ne fait qu'augmenter en réalité. Voilà. Jugez plutôt, parce que parmi les étudiants qui ont été diplômés en mars 2022, il y en avait 11,6% qui avaient vécu ce genre de magouille. Et c'est 2,6% de plus que l'année précédente. Enfin voilà, si on laisse de côté la façon de faire plus que désirable, ça montre quand même à quel point les sociétés galèrent de plus en plus pour recruter. Et d'ailleurs, d'après une enquête qui a été effectuée, elles étaient 42% à déclarer avoir des difficultés ou carrément d'énormes difficultés à trouver de nouvelles recrues. Et c'est même 14% de plus que l'année dernière. Résultat des courses, la recherche d'un premier boulot est encore plus stressante pour les jeunes et c'est vraiment dommage parce qu'en plus, le stress de trouver une bonne situation est une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes japonais ne veulent pas entendre parler du mariage. Et c'est justement de ça qu'on va parler dans notre deuxième sujet de la semaine. En fait, en début de semaine, il y a eu un livre blanc sur l'égalité des sexes au Japon qui a été publié par une agence du gouvernement. Et à l'intérieur, il y avait notamment les résultats d'une enquête qui a été effectuée auprès de 20 000 personnes entre 20 et 60 ans, et on leur a posé des questions sur leur situation amoureuse et sur ce qu'ils pensaient du mariage notamment. Et vous allez voir qu'il y a des résultats assez étonnants et d'autres un peu inquiétants pour la natalité. Côté surprise, on a appris que 66% des hommes et 51% des femmes entre 20 et 30 ans n'étaient ni mariés ni dans une relation amoureuse en ce moment. Et quand on leur a demandé avec combien de personnes est-ce qu'ils étaient déjà sortis, j'espère que vous êtes bien assis, que vous n'êtes pas en train de boire du café ou autre chose, parce que vous risquez fortement de le cracher sur votre écran dans 5 secondes, figurez-vous que 25% des femmes et carrément 40% des hommes ont répondu qu'ils n'avaient jamais eu de rendez-vous amoureux. Aucun, zéro. Et restez assis, parce que c'est pas fini. Entre 30 ans et 40 ans, ça s'arrange un peu, mais c'est pas encore ça, puisqu'il y a toujours 22% des femmes et 35% des hommes qui ont aussi répondu zéro. Alors je vais être honnête, j'en fais un peu des tonnes, mais je suis pas tombé de ma chaise quand j'ai lu ça, parce que je me doutais un peu de ces chiffres, mais si ça peut vous rassurer, j'en ai parlé à des élèves japonaises et elles étaient toutes vraiment choquées de ces résultats. Bon, il y avait quand même 19% des hommes et 27% des femmes interrogées qui disaient avoir un koibito. Voilà, koibito, c'est le mot japonais pour dire petit ami en gros, mais c'est pas forcément comme on l'entend en France, voilà, parce que ça peut être aussi utilisé pour parler d'une relation platonique. Oui, les relations platoniques, ça existe au Japon. Alors il y a un truc quand même qui peut expliquer en partie cette situation, c'est qu'au Japon, avoir un rendez-vous en tête-à-tête avec quelqu'un, c'est souvent beaucoup plus direct et beaucoup plus sérieux qu'en France par exemple. Et en plus, pour rencontrer quelqu'un et faire connaissance, surtout quand on est jeune, qu'on est étudiant ou qu'on commence à poser, il y a pas mal d'occasions en réalité, mais c'est toujours en groupe. Par exemple, à la fac, tout le monde, ou presque, est dans des clubs qui organisent des événements, des soirées ou d'autres trucs. Et puis, quand on bosse, il y a plein de sociétés qui font des soirées entre employés ou même des petits voyages. On va dans un hôtel pendant une nuit ou 2 nuits. Et il y a des activités aussi auxquelles participent les employés et surtout les jeunes employés. Voilà, du coup, il y a quand même des façons de se caser, même sans aller à un rendez-vous en tête-à-tête. Et puis, il y a aussi les gokons. Voilà, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou vous en avez déjà vu dans des dramas ou dans des films, ou vous y êtes peut-être déjà allé. C'est le grand classique pour trouver un copain ou une copine.
En gros, c'est des dîners pour célibataires, entre célibataires, hein. En général, il y a un mec et une fille qui organisent ça, et ils invitent chacun plusieurs amis célibataires qui ne se connaissent pas du tout jusqu'à ce moment-là. Et tout ce petit monde se retrouve dans un resto, plutôt convivial, hein, comme un izakaya par exemple, et après, je vous fais pas un dessin, hein, vous imaginez bien la suite. Alors, pour en revenir à notre enquête, on a aussi appris qu'environ 14% des Japonais et 20% des Japonaises entre 20 et 30 ans étaient mariés, mais que 19% des mecs de cette tranche d'âge et 14% des femmes ne voulaient pas entendre parler du mariage. Et pour les Japonais qui ont entre 30 et 40 ans, même si 46% aimeraient se marier, il y en a quand même un quart qui sont pas du tout intéressés par la chose. Alors vous allez peut-être me dire, ça nous fait une belle jambe, hein, mais en France aussi il y a de moins en moins de mariages, c'est quoi le problème? Le problème c'est qu'en France, il y a 63% des enfants qui sont nés hors mariage. Mais au Japon, les enfants nés hors mariage, c'est très très rare. Donc moins de mariages au Japon, ça veut forcément dire moins d'enfants. Et avec 514 000 mariages l'an dernier, le chiffre le plus bas jamais enregistré, ça laisse rien présager de bon pour la natalité, qui est déjà, vous le savez, très basse. Bon, les Japonais veulent pas se marier, ça vous l'avez bien compris je pense, mais pourquoi? Alors là, rien de très original, hein, mais la plupart d'entre eux, ils veulent juste être libres de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, avec personne sur le dos pour leur dire fais pas ci, fais pas ça. Alors, entre nous, étant mariés, je vois très bien de quoi ils parlent, mais chut, ne le dites à personne, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Alors, pour les femmes, dans le détail, ce qu'elles veulent éviter absolument en restant célibataires, c'est de devoir se taper toutes les tâches ménagères, de s'occuper seule des enfants ou des beaux-parents âgés, parce que ça arrive souvent ici. Et en plus, il y a aussi pas mal de japonaises qui veulent pas se marier, juste pour garder leur nom de famille. Parce qu'au Japon, je sais pas si vous le savez, mais quand on se marie, on doit absolument prendre le même nom. Alors, en théorie, dans la loi, ça peut être celui du mari ou celui de la femme. Mais dans les faits, vous vous doutez bien que c'est très souvent celui du mari. Voilà. Encore une règle bien archaïque, comme on aime bien les faire au Japon, et qui sert à rien, à part faire baisser encore un peu plus le nombre de mariages et le nombre de naissances. Mais bon, voilà, le Japon, c'est aussi ça. Et pour les hommes, c'est surtout des raisons économiques, parce que les jeunes employés gagnent très peu, vous le savez, on en a déjà parlé, et en plus, les salaires au Japon n'ont pas augmenté depuis des décennies, c'est le calme plat. Et c'est pas avec les hausses de prix dont je vous ai parlé la semaine dernière que leur pouvoir d'achat va augmenter de sitôt. Alors ce fameux livre blanc est proposé a priori pas grand chose de concret à part des banalités comme dire qu'il faudrait créer un environnement dans lequel les jeunes peuvent se marier et élever des enfants sans s'inquiéter. Bon, ça, franchement, c'était pas la peine de faire une enquête et de payer des spécialistes pour en arriver à cette conclusion. Ils auraient dû me demander, je leur aurais dit la même chose et je leur aurais pris moins cher. Bon, le rapport disait quand même que ça serait pas une mauvaise idée d'aider les travailleurs précaires à trouver des emplois stables. Et ça, évidemment, c'est une bonne chose puisqu'il y a quand même 40% des travailleurs japonais qui sont dans cette situation. Donc c'est clair que ça serait pas du luxe. Enfin voilà, si le gouvernement japonais veut que les japonaises aient plus d'enfants, vaudrait peut-être mieux effectivement dépenser plus de temps, de moyens et d'énergie à créer de bonnes conditions plutôt qu'à mettre des bâtons dans les roues des femmes qui veulent pouvoir décider quand avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant. Parce que vous allez le voir dans le sujet suivant, mais la pilule du lendemain et l'avortement au Japon, c'est un vrai parcours de la combattante. Comme je viens de le dire, donc, il n'est pas du tout évident pour les japonaises de prendre la pilule du lendemain ou de se faire avorter, parce qu'il y a pas mal de règles qui semblent vraiment être là seulement pour les faire chier et les décourager de le faire. Déjà, pour la pilule du lendemain, on ne peut pas l'acheter à la pharmacie sans ordonnance. Et comme la plupart des cliniques, des cabinets médicaux sont fermés le week-end, il arrive que certaines femmes puissent pas l'acheter et la prendre, donc moins de 72 heures après l'acte non protégé, et c'est pourtant la période où cette pilule est la plus efficace. En plus, c'est pas couvert par la sécurité sociale, alors que ça peut coûter quand même jusqu'à 150 euros. Et pour l'anecdote, c'est aussi le seul médicament qu'on doit prendre absolument devant le médecin, parce qu'ils ont peur qu'on le revende au marché noir. Alors apparemment, en octobre 2021, le gouvernement avait commencé à réfléchir à autoriser la vente libre de la pilule du lendemain dans les pharmacies, mais il y a pas mal de gynécos qui avaient dit que ça risquerait de faire augmenter les cas de MST et que ça encouragerait les relations sexuelles non protégées. Alors ça peut paraître très conservateur et assez rétrograde comme façon de penser, mais il faut savoir qu'au Japon, il y a quand même pas mal de mecs qui veulent pas mettre la capote. Et puis surtout, il y a très peu de femmes qui prennent la pilule classique. Il y a seulement 2,9% des femmes en âge d'avoir des enfants. Et le stérilet, c'est 0,4%. Et pour les implants et tout le reste, c'est carrément pas disponible. Voilà. Donc,
pas de capote et pas de contraception, ou presque, il y a forcément beaucoup d'accidents. Alors, fun fact concernant la pilule, elle a été autorisée au Japon en 1999 après des décennies de discussions, alors que le Viagra, comme par hasard, en seulement 6 mois, c'était réglé, c'était autorisé. Alors, est-ce que le fait que ce soit des vieux japonais qui prennent des décisions a un rapport? Je vous laisse juger. Bon, ça c'était pour la contraception, mais en ce qui concerne l'avortement, c'est aussi galère, puisque déjà, tenez-vous bien, il faut le consentement du partenaire pour pouvoir avorter. Et comme en plus les pilules abortives ne sont pas légales, il faut absolument passer par une opération pour mettre fin à une grossesse. Alors je reviens un peu sur le coup du consentement du partenaire. Alors je sais pas vous, mais je trouve déjà ça assez incroyable et en plus je vois pas trop comment ils peuvent vérifier que c'est bien le partenaire. Voilà. Je connais pas les détails de la loi, mais j'imagine qu'on peut très bien se ramener avec un pote ou n'importe quel mec qu'on a trouvé dans la rue et dire voilà c'est avec lui que j'ai couché et normalement ça devrait pouvoir passer. Donc on est bien d'accord, si c'était en France, cette règle elle servirait strictement à rien. Voilà. Les femmes qui n'auraient pas l'accord de leur partenaire viendraient avec n'importe quel homme qu'elles connaissent et puis ça serait réglé. Voilà. Mais le truc c'est qu'au Japon, c'est pas du tout la même chanson. Parce que déjà, je suis à peu près certain qu'il y a pas mal de japonaises qui n'osent pas parler de ce genre de choses avec leur mec. Mais alors, de parler de ça avec un autre homme, alors laissez tomber, à mon avis, c'est de la science-fiction pure et simple. Bon, par contre, encore heureux, vous me direz, mais le consentement n'est pas obligatoire dans le cas de viol ou d'abus sexuels au sein de la famille, ou bien entendu si le partenaire est mort ou disparu. Ah, et j'ai oublié de préciser que l'avortement au Japon était possible jusqu'à la 22e semaine de grossesse, ce qui est assez long d'ailleurs, puisqu'en France c'est 14 semaines depuis peu, si je dis pas de bêtises. Alors, par contre, c'est à prendre avec des pincettes, ce chiffre de 22, parce qu'au Japon, on compte la durée de la grossesse un peu différemment d'en France. Et on dit que la grossesse dure 10 mois et pas 9. Donc voilà, si ça se trouve, c'est 22 semaines, en fait, c'est plutôt 18 semaines. Je suis pas sûr, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et pour le tarif, ça va de 100 000 à 200 000 yens en général, ce qui fait au taux actuel entre 700 et 1400 euros, non remboursés évidemment. Voilà, avec tout ça, on estime qu'il y aurait chaque année 610 000 grossesses non désirées au Japon. Et puis c'est aussi en partie pour ça qu'on a régulièrement droit à des faits divers vraiment glauques de jeunes femmes qui ont accouché et qui ont abandonné le corps de leur bébé. Voilà. Il y en a vraiment régulièrement, il y en a encore eu une il y a juste 2 semaines, elle l'avait abandonné sur un parking. Et dans ces cas-là, la police cherche la mère pour l'arrêter, pour avoir abandonné le corps de l'enfant, parce que c'est interdit évidemment, et elles sont même souvent accusées d'homicide. Enfin, quoi qu'il en soit, s'il y a des femmes qui en arrivent là, c'est bien sûr à cause de tout ce que je viens de dire, mais c'est aussi parce que c'est très difficile pour beaucoup de japonaises d'en parler, que ce soit avec leur partenaire ou même avec leurs proches. Et puis, il y a certaines femmes qui ont aussi terriblement peur du regard des autres et de ce qu'on va dire derrière leur dos, si ça se sait. Parce que oui, malheureusement, vous le savez déjà, mais même si je reste convaincu que la plupart des Japonais sont foncièrement bienveillants, c'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Il y a aussi des gens qui ont rien d'autre à faire de leur vie et qui parlent dans le dos, et bien entendu, vous avez des trolls qui pullulent sur le net et qui oublient un petit peu leur vie misérable quand ils se défoulent et qu'ils insultent les autres en ligne. Mais heureusement, ces abrutis vont bientôt devoir y réfléchir à 2 fois avant d'insulter des gens sur internet s'ils veulent pas finir en prison. Oui, ils vont très bientôt risquer de finir derrière les barreaux pour avoir insulté quelqu'un en ligne. Alors je vous sens intrigué et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail cette loi anti-troll juste après avoir remercié Celtic, Camille, Benoît, Ludovic, Arnold, Tristan et Obi Senpai. Et puis une spéciale dédicace à DJ Yoda pour son soutien et à Patrick pour son immense générosité. Voilà, merci encore à tous de me soutenir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et en parlant de cœur, il y en a un juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr me le faire savoir en lâchant un petit like. C'est toujours agréable, mais aussi en cliquant sur ce petit cœur pour me soutenir et pour m'encourager. Allez, encore une transition toute trouvée, puisqu'après avoir parlé de gens formidables, on va parler de gens pitoyables, et d'une loi donc qui vient d'être votée pour leur faire passer l'envie d'insulter les autres cachés derrière leur écran. Et en effet, le lundi 13 juin, un projet de loi pour lutter contre le harcèlement en ligne a été adopté par la Chambre des conseillers. Donc la Chambre des conseillers, c'est un peu l'équivalent du Sénat français, on va dire. Et avec cette loi, la peine maximale pour avoir insulté quelqu'un sur le net a été nettement relevée, puisqu'on peut maintenant écoper d'1 an de prison maximum. Oui, 1 an derrière les barreaux pour avoir insulté quelqu'un. Alors le harcèlement en ligne, c'est pas non plus nouveau au Japon, hélas, ça existe déjà entre des élèves de la même école, ou bien dirigé contre des personnes publiques par exemple.
Et c'est d'ailleurs le suicide de Hana Kimura, hein, une jeune femme qui était devenue célèbre après être passée dans une émission de télé-réalité, qui a fait prendre conscience de la gravité de ce problème au grand public et maintenant aux politiques. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, quelques mots sur Hana Kimura qui s'est donné la mort à 22 ans. Hein. Elle se serait suicidée à cause des critiques et des insultes qu'elle aurait reçues sur les réseaux sociaux après être passée dans la série donc Tellus House qui était dispo sur Netflix au Japon. Peut-être à l'étranger aussi, je sais pas, si des gens connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc, beaucoup de gens n'aimaient pas sa façon de se comporter et se sont défoulés sur elle et l'ont insultée sur le net, alors qu'on a appris après son décès que, évidemment, la production l'avait gentiment poussée à jouer ce rôle de fille un peu chiante, mais bon, ça, c'est un autre problème. C'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui. Et à l'époque de sa mort, il y avait deux hommes qui habitaient à Osaka, hein, qui l'avaient insulté copieusement, qui avaient été recherchés et retrouvés par la police, et ils avaient dû payer une forte amende de, accrochez-vous, 9 000 yens, oui, 65 euros. Hein. Alors franchement, les pauvres, j'espère qu'ils étaient riches, hein, parce que 9 000 yens, 65 euros, c'est clair que ça fait peur, hein, et que ça devait être super efficace pour faire baisser les insultes et la haine sur le net. Alors blague à part, le montant de cette amende n'a pas fait rigoler beaucoup de monde, et il a plutôt choqué pas mal de personnes. Et du coup, si dans la loi actuelle, la peine maximale est de moins de 30 jours de détention et de moins de 10 000 yens d'amende, dès que la nouvelle loi sera appliquée, ça pourra aller jusqu'à 1 an de prison et 300 000 yens d'amende, donc ça fait à peu près 2200 euros. Voilà, donc c'est quand même un peu plus dissuasif. Alors il y avait des inquiétudes chez certaines personnes sur le fait que cette loi risquait peut-être de limiter la liberté d'expression qui est garantie par la constitution japonaise. Mais finalement, la loi est passée et par sécurité quand même, d'ici 3 ans, il y a une étude qui sera faite pour vérifier si on n'a pas abusé de cette loi pour faire taire certaines critiques contre des hommes politiques par exemple. Alors personnellement, je pense que c'est une excellente loi évidemment, et en plus elle sera sûrement vraiment appliquée, et les gens qui insultent et qui sont signalés seront très certainement retrouvés et punis. Parce qu'autant en France, la police a autre chose à faire, on est bien d'accord, mais ici, c'est pas pour être méchant, c'est juste une constatation. Mais comme le pays est quand même très sûr, il y a beaucoup de policiers qui n'ont pas grand chose à faire de leur journée, il faut bien le reconnaître. Voilà. En tout cas, c'est mon impression, et c'est l'impression que j'ai parce que à la moindre affaire de vol de fleurs ou de coup de téléphone suspect, il y a tout de suite direct 3 ou 4 policiers qui débarquent pour poser des questions, pour s'en occuper. Voilà. Donc je ne doute pas un instant qu'il y aura des agents chargés de traquer les trolls, surtout s'il y a eu des décès à cause de leurs commentaires. Et puisqu'on parle de décès, on va conclure cette vidéo en s'intéressant maintenant à la baisse du coût moyen des obsèques à cause du Covid. Enfin, je dis à cause du Covid, c'est plutôt grâce au Covid, parce que vous allez voir que même si ça a baissé, ça reste quand même un énorme budget. Dernière étape de la vie des Japonais, donc, et dernière actu de la semaine, on va parler donc très rapidement de l'effet de la pandémie sur les cérémonies funéraires, leur taille et surtout leur budget. Parce qu'évidemment, même si le Japon a été relativement épargné par le Covid, il y a quand même eu pas mal de restrictions, et notamment sur les regroupements privés. Voilà. Que ce soit les mariages ou donc les funérailles dont on parle aujourd'hui. En fait, avant la crise sanitaire, il y avait environ 40% des funérailles qui se faisaient juste avec les membres de la famille et quelques proches, et presque 50% quand même qui duraient 1 ou 2 jours et où il y avait plein d'invités. Et donc, conséquence directe des restrictions de l'an dernier, ces grandes cérémonies représentaient plus que 26% du total, alors que celles avec la famille avaient augmenté pour arriver à 56%. Voilà. Pour le reste des cérémonies, il y a 7% qui sont des funérailles sans veillée funèbre et 11,4%, 2 fois plus qu'en 2020, qui sont juste des petites cérémonies vite expédiées, sans rite religieux. Et en plus d'être moins nombreuses, ces cérémonies avec pas mal d'invités, qui devenaient d'ailleurs de plus en plus petites chaque année de toute façon, ont battu un nouveau record cette année avec seulement 38 invités pour les funérailles. C'est le nombre le plus bas jamais enregistré. Et fatalement, qui dit moins d'invités, dit moins de dépenses, et le budget moyen a baissé de 736 000 yens par rapport à 2020. Ça fait 5 200 euros de baisse, donc c'est quand même pas rien. Et si une telle baisse est possible, c'est parce qu'en 2020, le coût moyen des funérailles était de 1 842 000 yens, ce qui fait 13 000 euros au taux d'aujourd'hui. Bon, par contre, il n'y a pas que du positif, puisque le montant du koden, donc le koden c'est l'argent de condoléances que les invités donnent à la famille d'un défunt, a aussi forcément baissé, et c'est passé de 710 000 yens, environ 5 000 euros, à 472 000 yens, donc environ 3 300 euros. Voilà, donc un petit manque à gagner de ce côté-là. Alors perso, j'ai déjà assisté à une cérémonie religieuse avec une crémation et aussi à une veillée funèbre. Alors la veillée funèbre, franchement, c'était vraiment sympa.
Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, hein. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'insensible qui respecte rien. Mais en fait, je sais pas si c'était un cas particulier, mais a priori, j'en ai parlé avec mes collègues et ce que certains collègues m'ont raconté, ça collait à peu près à ce que j'ai vécu moi. Mais déjà, personne pleurait. Et en plus, il y avait un repas d'anthologie avec un buffet à volonté, avec des sushis et il y avait aussi pas mal d'alcool. Du coup, ça m'a plutôt fait l'effet d'une fête d'adieu plus qu'autre chose. Voilà. La famille mettait aussi dans le cercueil, hein, autour du corps du défunt, des choses que cette personne avait aimées, comme par exemple de l'alcool, du tabac ou des fruits par exemple. Alors pour la crémation par contre, on montre les cendres à la famille une fois que c'est fait, hein, et en fait il reste toujours quelques morceaux d'os qui n'ont pas été réduits en poussière. Donc ça fait déjà un peu bizarre, et en plus le mec il explique, alors voilà, alors ça c'est la mâchoire de papy, ça c'est un morceau du tibia, ou des trucs comme ça. Voilà, donc ça c'est un peu chelou. En plus après on doit se passer les morceaux d'os, hein, avec de longues baguettes et les mettre nous-mêmes, hein, dans l'urne funéraire. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Japon, quand on mange, il ne faut jamais passer de la nourriture de baguette à baguette, parce que ça rappelle ce qui se passe lors des crémations. Enfin voilà pour mon expérience, hein, c'était il y a longtemps et j'ai un peu oublié. Et en plus, c'était les funérailles de personnes assez âgées, on va dire, hein, donc c'était peut-être aussi pour ça que personne fondait en larmes, hein. Donc c'est peut-être différent, hein, si c'est quelqu'un de plus jeune, je sais pas trop. Donc si certains d'entre vous ont déjà eu cette expérience et qui se sentent d'en parler, d'expliquer un petit peu en 2 mots comment ça s'est passé dans les commentaires, en tout cas moi ça m'intéresserait bien de savoir si c'est toujours comme je l'ai vécu ou si parfois c'est un peu différent. Voilà qui termine ce petit journal du Japon. J'espère que vous avez aimé ce numéro et que vous avez appris quelques trucs. Moi je vais vous laisser avec quelques images de la vidéo que j'ai sortie ce vendredi et dans laquelle je vous montrais un magnifique temple et des hortensias, parce que maintenant c'est la saison des hortensias, donc c'était vraiment très sympa comme endroit, hein. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vais me taire et je vais vous laisser cliquer sur la vignette qui est déjà sur votre écran, hein, sûrement quelque part par là. Donc bonne balade au temple, et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour plus d'infos sur le Japon.